Bonjour à nouveau. Voilà, donc après plusieurs présentations, de belles présentations cet après-midi, à la fois sur la question des données, sur les capteurs, sur des questions d'architecture, d'embarquabilité, sur des différentes applications qui nécessitent de mettre à bord des systèmes, à bord des véhicules, de l'intelligence artificielle, comme le spatial ou comme l'automobile ou l'aéronautique. Le moment est venu d'attaquer sur une table ronde justement sur les challenges de l'embarquabilité. Cette table ronde va être animée par Juliette Mattioli, qui vient juste de nous faire une très belle présentation. Donc Juliette qui est, je le rappelle très brièvement, expert senior en intelligence artificielle chez Thales. Voilà, donc Juliette, tu peux compter sur moi pour relier les différentes questions qu'il y a sur le chat. Donc, je reste D'accord. vigilant et je te laisse présenter les différents intervenants. Alors, rebonjour. Je vais tout d'abord demander à cette belle table ronde et à nos panélistes de se présenter rapidement. Donc, je vais commencer par Sébastien. Oui, bonjour, donc moi c'est Sébastien Jachnowitz, je suis chercheur à l'IRT Saint-Exupéry en théorie du machine learning avec des applications au système critique. Et je suis aussi membre de ANITI et un chercheur associé à l'Institut de mathématiques de Toulouse. Merci. Maxime. Bonjour, du coup je suis Maxime Carrère, je suis Senior Data Scientist à Scalian. Je suis plutôt de formation informatique, j'ai fait une thèse à l'INRIA Bordeaux sur les réseaux de neurones appliqués au cerveau et depuis maintenant 5 ans, je suis Data Scientist à Scalian et j'ai eu la chance de participer à plusieurs projets sur des sujets d'IA reliés à la mobilité et notamment d'embarquer certaines de nos IA dans des drones volants. Merci. Patrick. Bonjour, Patrick Pérez, je dirige l'équipe Valeo AI, qui est une équipe de recherche du constructeur de l'équipementier automobile Valeo. Et on s'intéresse entre autres aux problématiques de perception pour l'assistance et l'automatisation de la conduite, comme je l'ai évoqué dans une présentation plus tôt cet après-midi. Oui, merci. Et ce sera très pertinent tout ce que vous faites par rapport à la table ronde. Enfin, Adrien. Oui, bonjour, Adrien Gaufrio. Donc, je suis de la société Airbus et détaché dans Anity Deal et je suis j'ai une double compétence de développement de systèmes embarqués critiques et de data scientist pour développer des algos à base d'IA. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, j'aimerais poser une question à Sébastien. Donc on a beaucoup entendu aujourd'hui des approches autour de l'embarquabilité autour du transport et la performance, c'est une dimension très importante. Qu'est-ce qu'on peut dire quant aux nouveaux challenges vis-à-vis de la performance des algos de type machine learning? Alors, question vaste. Euh, alors, bon, il y a plusieurs aspects dans la question, donc je ne suis pas sûr de maîtriser tous ces aspects, mais donc il y a plusieurs aspects. Donc, se pose notamment la question de donc quand on veut embarquer un algo de deep learning, plus généralement un modèle compliqué, on va naturellement être amené à choisir un modèle, éventuellement un modèle réduit. Ça peut être un réseau de neurones, ça pourrait être autre chose d'ailleurs. Est-ce que cette chose-là approche correctement le modèle écrit sur le papier ? Ça, on peut vouloir chercher des garanties mathématiques sur les bonnes capacités d'approximation du modèle plus simple mathématique qui approche un modèle plus compliqué mathématique. Et ensuite, il y a la question de est-ce que ce modèle plus simple qu'on va implémenter en vrai sur des cartes électroniques calcule bien ce qu'il est censé calculer. Donc ça, c'est un autre aspect de la question. Donc sur le premier aspect, donc je peux donner un exemple. J'en avais parlé avec Mélanie Ducoff avant-hier. Donc c'était autour des modèles surrogates, donc les modèles réduits à base de deep learning pour tenter d'approcher une fonction beaucoup plus compliquée, black box, c'est-à-dire dont on n'a pas trop une bonne description analytique. Pour des raisons de temps
de calcul, d'embarquabilité, on choisit de l'approcher par un réseau de neurones. On peut juste faire un ajustement de modèle en faisant tourner un algo de descente pour minimiser une certaine fonction de perte. Mais ensuite, est-ce que ce modèle réduit, même sur le plan théorique, approche bien le modèle plus compliqué qu'il est censé approcher? Ça, c'est une question hyper importante pour des raisons de safety. Et il y a plusieurs façons d'aborder ce problème. On peut vouloir chercher des garanties dans le pire des cas. Donc là, il y a un papier dans Deal, par exemple, avec Adrien et d'autres co-auteurs qui sont penchés sur la question. Dans un cadre où on a des hypothèses sur le phénomène qu'on cherche à modéliser. Là, c'était des hypothèses de monotonie. Dans un cadre où on n'a pas ces hypothèses, c'est plus compliqué, voire impossible d'avoir des garanties dans le pire des cas. Et on peut chercher des garanties un peu plus faibles, mais quand même des garanties de type probabiliste. Des garanties avec grande probabilité, c'était l'objet de nos travaux avec Mélanie. Donc là, ça s'appuie sur du test, on va dire, du modèle surrogate, et à l'aide des erreurs observées par test, on peut en déduire une borne probabiliste sur les erreurs commises. Voilà. Faut savoir que le deep learning, ce n'est pas la seule façon de faire des modèles réduits. En fait, il y a toute une communauté statistique qui s'est intéressée à ça déjà depuis de nombreuses années en computer code experiments, notamment à base de processus gaussiens avec plus ou moins de garanties. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou à un aspect de la question. Justement, je vais donner la main à Maxime qui va certainement compléter tous ces problèmes de garantie performance et les spécificités liées à l'embarqué. Maxime. Ok, merci. Alors oui, les problèmes de performance, on en a. Une des premières stratégies qu'on peut utiliser, c'est bien sûr prendre un modèle plus petit. On a des domaines sur lesquels, de l'IA sur lesquels on commence à voir dans les résultats de la recherche des algos qui sont pensés non pas seulement pour atteindre les meilleures performances à la tâche, mais également pour atteindre des performances correctes, mais en évitant de faire trop de calculs, en étant relativement, si on veut, frugal en termes de capacité de calcul nécessaire, en termes de nombre d'opérations et d'instructions que ces algorithmes doivent utiliser. Mais peut-être un des problèmes qui, dans nos projets, nous a le plus marqué pour vraiment réussir à embarquer ces algos, ça a été le fait, en fait, c'est lié à deux faits, lié au fait que pour l'instant, il y a relativement peu de projets et peu de communautés qui cherchent à embarquer ces IA par rapport à toute la communauté que l'on peut avoir pour faire du deep learning, pour faire des IA. Et le deuxième, c'est que c'est un milieu qui évolue très vite. Les principales bibliothèques, elles ne font qu'évoluer. On a des nouvelles versions, des versions secondaires tous les ans, voire tous les mois. Pareil pour les frameworks embarqués. Eux aussi évoluent très vite. Et du coup, on se retrouve avec un modèle qui fonctionne peut-être sur nos machines, sur nos serveurs, que l'on veut passer sur un support embarqué. Et on va se retrouver avec le problème qu'il va falloir l'exporter dans un langage qui n'est pas forcément le même, dans un framework qui n'est pas forcément le même. Et ça va devenir très compliqué de trouver de la documentation là-dessus parce que les versions ont changé. Il y a relativement peu de communautés, donc peu de personnes qui ont eu les mêmes problèmes que ceux que j'ai eus. Et en plus de ça, ils l'ont eu sur des versions qui étaient différentes il y a 2 mois, qui ne sont pas du tout les mêmes que celles actuellement, sur lesquelles les méthodes ont changé, la façon de faire a changé. Bref, ce manque de communauté et le fait que le milieu bouge très vite fait que ça rend très compliqué. Une fois qu'on a un modèle qui marche, en supposant qu'on ait réussi à surmonter les problèmes qui ont pas mal été exposés aujourd'hui de la donnée et du peu de données pour l'embarquer, qu'on a réussi à résoudre les problèmes des performances du matériel, on se retrouve avec d'autres problèmes liés à la vitesse d'évolution et au peu de communauté pour l'instant. J'espère là que ça va faire un peu boule de neige. On va avoir un peu plus de communauté, donc un peu plus de facilité, donc plus de communauté, donc plus de facilité, et qu'on va ainsi arriver à résoudre les 2 problèmes d'un coup. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Si, mais de toute façon, je vais demander à Patrick de compléter, en particulier avec toutes les contraintes qu'impose l'embarquabilité et l'embarquabilité de tous les modèles issus de réseaux de neurones profonds. Quels sont les enjeux autour de la recherche, autour de tout ça? Bien, alors comme ça a été dit par Sébastien et Maxime, évidemment, embarquer un modèle de machine learning, ça impose des contraintes de tous ordres, de mémoire, de nombre d'opérations par seconde, de consommation électrique, de robustesse, de prix, etc. Ce qui fait que les modèles qu'on a entraînés au labo ou dans le centre de R&D sont souvent assez copieux pour atteindre des bonnes performances et ne répondent pas à ces contraintes-là. Donc la problématique classique, c'est celle de compresser le modèle. Donc je vais prendre l'exemple d'un réseau de neurones, mais une fois de plus, on peut imaginer que c'est un modèle de machine learning appris quelconque. Et compresser, ça peut vouloir dire un certain nombre un certain nombre de choses. Il y a différentes façons de prendre le problème. Soit compresser, ça veut dire effectivement approcher le modèle, le gros modèle par un modèle plus simple avec une autre architecture. Et typiquement, ça peut se faire par des méthodes dites de distillation, c'est-à-dire que le modèle plus frugal, il est appris sous la supervision et des annotations classiques, mais aussi du comportement du modèle qu'on appelle teacher. Donc ça, c'est des méthodes classiques de distillation. Une autre classe d'approche qui consiste à élaguer le réseau original, c'est-à-dire on ne change pas fondamentalement l'architecture, mais on va essayer de mettre à zéro, pour simplifier, un certain nombre de poids et donc d'éviter des calculs qui semblent moins pertinents. Donc c'est une forme de simplification, mais le réseau reste tel qu'il est. Une troisième catégorie d'approches qui sont vraiment de la compression. Là, on ne change pas le réseau du tout, mais on va compresser ces valeurs. Donc les poids, les paramètres, les millions de paramètres qui le définissent. Et ça peut être des compressions scalaires, typiquement même de passer d'une représentation en flottant à une représentation en entier. Donc avec des pertes de précision, ou bien des choses plus radicales avec de la compression, de la quantification vectorielle. Et donc là, c'est d'autres types de techniques. Alors d'ailleurs, qui peuvent être combinées. Alors à l'heure actuelle, ce qui se fait beaucoup, c'est de faire ça dans une deuxième étape, c'est-à-dire on apprend d'abord avec le maximum de capacité à un réseau qui va faire au mieux la tâche visée, et après on va essayer de le comprimer pour se conformer aux contraintes du hardware cible. Une chose qu'on commence à regarder, beaucoup de gens commencent à regarder en recherche, c'est comment prendre ces contraintes plus tôt en amont et apprendre des réseaux qui, même ils restent trop volumineux au départ, mais et ont été appris en sachant qu'ils allaient être comprimés d'une certaine façon, donc en favorisant, par exemple, si la compression se fait par élagage, en favorisant l'émergence des réseaux qui est naturellement parcimonieux. Donc, il y aura beaucoup de valeurs très faibles qui sera ensuite assez facile de repérer, d'enlever et en perdant le moins possible de précision. Donc voilà rapidement les grandes classes d'outils pour faire ce travail-là. Et une question de recherche importante, c'est comment faire ça par design le plus tôt possible dans la chaîne de développement des produits. Et justement, on parle de produits, puisque à la fin, ça doit être quelque chose de déployé dans un système industriel. Donc, Adrien, quels sont les grands enjeux pour passer de toutes ces recherches, preuves de concept à des systèmes industriels? Oui, bah, du coup, je fais écho à tout ce qui a été dit avant. Enfin, là, on a présenté les grands challenges, hein, justement du passage de l'entraînement d'un réseau on arrive en réduisant des poids, en réduisant beaucoup de choses pour rentrer dans une cible hardware. Et bah, tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué. On a peu de framework, il y a beaucoup de choses qui sont pas là. Et ben, ça fait que on a du mal à dire, on voit quelque chose qui marche sur un serveur, c'est très bien, mais quand on veut le mettre en embarqué, ça pose des problèmes. Donc là, pour moi, il y a plusieurs choses. C'est aussi que la communauté aujourd'hui, le hardware qu'on a disponible,
il faut voir que c'est un hardware qui vient du monde du gaming. Hein. Les GPU, ça n'a pas du tout fait pour l'embarquer, ça a été fait à la base pour faire ces traitements vidéo sur des plateformes. Donc aujourd'hui, on n'a pas, entre guillemets, de hardware dédié pour l'embarquer. Alors ça commence à apparaître, on voit des tensor processeurs, on voit des systoliques à base de systolique array, donc des nouvelles architectures qui sont sans doute plus adaptées parce que plus déterministes. Mais si on s'acharne à vouloir toujours utiliser les GPU parce que c'est ça qui, entre guillemets, est censé marcher le mieux dans les serveurs, pour moi, c'est peine perdue, quoi. Il faut dire, pour l'embarqué critique, dès aujourd'hui, tout ce qui est GPU, à base de GPU, c'est un peu perdu d'avance parce que c'est pas déterministe, parce que les frameworks qui sont pas là, parce que tout ce qu'on a dit avant, c'est pas nécessaire. Donc il faut qu'il y ait cette émergence de nouveaux hardware pour moi déjà qui arrive et qui permettra, je pense, et ce que vous avez fait chez Thales, c'est sans doute une très bonne idée de développer votre propre processeur pour vraiment maîtriser ça et du coup ça vous permet sans doute aussi de maîtriser le hardware mais la toolchain qui est au-dessus. Donc le deuxième aspect, c'est ce problème de toolchain aussi. C'est comme l'a dit mon prédécesseur, les frameworks, ils évoluent tout le temps. Et ça, dans le monde de l'embarqué critique, ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible. Il faut qu'on maîtrise complètement ce qui est fait. Et encore plus, là, vous avez tous montré des challenges. Je ne sais pas si derrière, il y avait la criticité qui rentrait en jeu. Mais quand on rajoute le problème de certification sur ça, voilà, aujourd'hui, passer de quelque chose qui marche sur un serveur à quelque chose qui marche dans un avion, dans un train, dans une voiture qui est critique, aujourd'hui, clairement, pour moi, la science, elle n'est pas encore prête à accepter ça. Alors, on est en train d'écrire des standards pour justement essayer de limiter ça dans le cadre du Working Group 114 et borner tout ça. Mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est que pour moi, aujourd'hui, la technologie, elle n'est pas assez mature pour encore permettre ça. Et là, je vais finir avec ça. Il y a un besoin d'une grosse fertilisation entre les besoins industriels. Et moi, je fais partie, tous les challenges, on les a aujourd'hui. Et les académiques. Et les académiques, aujourd'hui, je vais lancer un appel à l'aide, mais on a besoin de vous pour traiter ces besoins. Et s'il vous plaît, arrêtez de courir après l'accuracy à outrance. Aujourd'hui, c'est pas l'accuracy qu'on a besoin, c'est de déterminisme, c'est de garanties et de framework qui soient stables, quoi. Et ça, c'est pas les industriels qui vont arriver à le faire tout seuls. C'est trop compliqué. On a besoin de cerveaux très brillants dans le monde académique qui doivent s'intéresser à ça et lâcher un peu la course à l'accuracy qu'on voit dans le monde d'hier. Enfin, je prends d'autres exemples. Aujourd'hui, quand on essaie de publier un papier qui parle de garantie, on se fait, en gros, dans les grosses confs, aujourd'hui, on se fait dire que ça intéresse personne. Alors que d'un point de vue industriel, c'est ça qui nous intéresse. On s'en fiche du reste. On veut des garanties et on veut que ça marche correctement. Voilà, donc là, je tape un peu sur le monde académique, mais c'est plus pour dire, s'il vous plaît, intéressez-vous aussi à ça et arrêtez de courir des choses qui intéressent peut-être moins le monde industriel. Alors, voilà. la bonne nouvelle, c'est qu'il commence à y avoir des conférences autour de l'IA et les systèmes critiques. Alors, je cite Safe AI, je cite Waze. Donc, il commence à y avoir ce genre de conférences, alors très poussées par beaucoup d'industriels, mais ça commence à frémir. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est vrai que ça devrait être beaucoup plus... Il faut qu'on renforce, c'est à nous, industriels aussi, de faire ça. Et de toute façon, ces conférences dont tu parles, oui, elles sont là, il faut continuer. Et c'est très bien, mais c'est notre mission à nous d'intéresser les académiques à ça, et ça se fait au travers de ces actions. Deal en est aussi une, hein. Je pense que Deal a vraiment compris la chose et se pose là-dedans. Il faut continuer à pousser, ça frémit, et je pense qu'on commence à avoir des résultats intéressants, comme tu as dit, mais il faut continuer. Oui. Alors justement, c'est à tout le monde que je pose cette question. Ce compromis précision, donc accuracy, et le reste des performances que vous avez mentionnées, que ce soit la performance temps réel, que ce soit la robustesse, que ce soit d'autres. Donc il faut vraiment arriver à faire ce trade-off. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, auriez-vous, soit au niveau industriel, soit au niveau académique, des recommandations ou des exigences particulières? Donc, on va commencer peut-être par Sébastien, puis on va refaire le tour. Et puis, le temps courant, je pense qu'on va s'arrêter après. Moi, je reprendrai ce qu'a suggéré Patrick en dernier item de sa discussion, là. C'est-à-dire penser à
à incorporer des contraintes dès le design. Et d'un point de vue académique, par exemple, d'un point de vue mathématique, si on cherche à exprimer des garanties, non pas pour n'importe quel réseau, mais pour n'importe quel réseau qui satisfait certaines contraintes dès le début, eh bien, on aura une garantie sur l'objet final. Enfin, pas exactement l'objet final, parce qu'il faudra l'implémenter et il y aura des erreurs d'arrondi, etc. Et on s'approchera de garantie sur l'objet final. Donc ça, c'est vraiment un champ de recherche qui existe déjà un petit peu. Par exemple, il y a des travaux sur les réseaux quantifiés avec des garanties théoriques. Ça existe un peu et c'est à développer certainement. D'accord. Maxime, quel est ton avis? Je suis d'accord avec Sébastien dans le sens où je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir prévu en amont et que si on a déjà notre solution existante, ça va être très compliqué de se dire comment est-ce qu'on la valide maintenant. Une question que je pose, auquel je n'ai pas la réponse, c'est à quel point ces garanties pourraient aussi venir du hardware, de ce qui est fourni avec, et pas seulement de la partie algorithmique, par du hardware garantissant de pouvoir effectuer un certain nombre d'opérations et un certain nombre de garantissant qu'il n'y aura jamais de baisse de FPS ou d'erreurs critiques à certains points de l'exécution de notre algorithmique. C'est une question ouverte que je pose, à quel point ça pourrait venir non pas seulement des solutions algorithmiques qui, je pense, sont essentielles, mais également des supports hardware que l'on pourrait utiliser en embarqué. Patrick? Je ne veux pas répondre à ta question, Juliette, je suis désolé. Je vais juste ouvrir une autre direction, c'est de dire qu'en général, les fonctions embarquées dont on parle, par ailleurs, elles sont au sein d'un système plus grand. Oui, donc, ça rajoute une autre complexité qui est celle de l'interdépendance de modules et le fait que ça rajoute en plus des contraintes de communication entre les différentes unités de calcul au sein de nos voitures, de nos avions, de nos trains, j'imagine. Donc, il y a un aspect architectural en plus de ça et de transport des données entre les différents nœuds. Ce qui rajoute un aspect système, mais je vais laisser Adrien. Oui, c'est exactement sur ça moi que je voulais répondre. En fait, c'est parce qu'il faut voir dans l'embarqué critique, c'est que ce qu'on voudrait, c'est des algos qui font 10-7, 10-9. Clairement, avec ce qu'on a aujourd'hui, ça n'atteint jamais cette performance et ça ne l'atteindra pas. Hein. Par construction, on est plutôt à 97-98% de performance. Donc, aller chercher un pouillème d'accuracy, ça ne va pas nous amener, ça va jamais nous amener à 10-7 ou 10-9. On est trop loin. On a un facteur d'échelle qui n'est pas là. Donc, dès aujourd'hui, en fait, il faut dire l'accuracy, c'est pas grave si je vais pas aller chercher les 2-3 points de performance. Par contre, dès aujourd'hui, posons-nous la question de la protection par architecture. Et en fait, ces algorithmes-là, on va aller les protéger en réfléchissant au niveau système et peut-être en inventant des nouvelles manières de faire des systèmes et d'intégrer ces algorithmes dans un système, sachant pertinemment bien que la performance, elle est là. Et si on dit ça, finalement, la course à l'accuracy, elle est peut-être plus là, et on peut se concentrer sur des choses plus déterministes. Alors, le pruning, attention aussi, parce qu'on peut pruner, mais ça change la sémantique du modèle. Donc, c'est pour ça que, je reviens aussi à ce que dit Sébastien au début, là, si on veut faire des modèles avec peu d'empreintes, il faut le prévoir dès le début, et dès l'entraînement, il faut mettre les contraintes qu'on va avoir à la fin pour avoir des modèles sur lesquels on sera ferme la garantie. Mais il est vrai qu'il faut revisiter toutes ces ingénieries, que ce soit l'ingénierie de l'algorithmie, l'ingénierie système, l'ingénierie de la safety, puisque on met ça dans des systèmes critiques, l'embarquabilité. Et il y a tout un travail un peu de revisite et de redéfinition des pratiques dans un monde plus classique, qui n'est pas le monde de l'IA embarqué. Donc, qui veut dire le mot de la fin? Moi, j'en ai dit une partie, mais... Moi, mon sentiment, c'est qu'on y va, que l'IA embarquée, bien sûr, on est au début de l'histoire. Je veux dire, forcément, on ne pourra jamais rester sur des l'IA dans des serveurs. Forcément, si on veut que ça marche, sinon on restera sur des l'IA jouées. Si on veut vraiment de l'IA industrielle, forcément, ça rentrera dans l'embarqué. Donc, on y va. Par contre, aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à la mettre dans des hautes criticités et on n'est qu'au début de l'histoire. Mais par contre, c'est super passionnant parce qu'il y a plein de choses à inventer ou à réinventer. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Il y a plein de choses à faire, quoi. Et moi qui suis avec des cheveux blancs, je dis tout le temps, si j'avais 30 ans de moins, je serais super excitée. Ah oui, moi, je suis dans cet état-là. Mais bon. Voilà. Donc, Grégory, si tu veux clore
La Ouais, table alors, est ronde. j'ai bien vérifié, il n'y a pas de questions sur le chat. J'ai quand même une question à vous poser, si vous permettez. Oui. Je me demandais si on pouvait pas voir ça aussi comme une opportunité pour simplifier les process d'embarquabilité. Typiquement, si on arrivait à avoir à remplacer une partie de nos logiciels ou nos algorithmes qui sont parfois très spécifiques, etc., par des réseaux qui sont beaucoup plus calibrés, beaucoup plus dont on peut définir dès la phase de design le nombre de couches, le nombre de neurones, etc. Finalement, j'ai l'impression qu'on pourrait simplifier une partie de l'activité. Alors, moyennant la revisite du process dans sa globalité, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un effort à faire dès le départ, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas converger vers un process qui, in fine, serait favorable à l'embarquabilité parce que peut-être plus calibré? Oh. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont envie de donner leur avis, sinon. Enfin, Je non, pense que enfin, moi, pour certains acteurs, en tout cas, certains acteurs vont faire ça. Ils vont saisir en, en raison de ce changement de paradigme, parce qu'ils n'auront pas forcément tout l'historique ou la rétro-compatibilité à gérer, etc., pouvoir partir d'une page blanche. C'est ce qu'on voit chez certains acteurs nouveaux du monde automobile. C'est à la fois très excitant et et un peu déstabilisant pour les acteurs historiques. ouais, c'est ça que je voulais dire. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a certaines personnes qui voient le machine learning comme la possibilité de ne plus coder, en fait. C'est en gros, il se simplifie la tâche de codage d'une fonction complexe en disant, bah, c'est la machine qui va faire ce codage pour moi au travers de l'apprentissage. Et c'est vrai que de raisonner comme ça, finalement, c'est intéressant. Après, à quel point on se simplifie la tâche, à quel point ça ne sera pas plus compliqué par ailleurs. Je pense qu'au début, ça sera dur. Après, dans 10, 20 ans, peut-être que ça sera une approche beaucoup plus facile que de redévelopper complètement un système. Ah, tu es en mute, ouais. Ouais, ça y est. Très bien, merci beaucoup. Je suppose qu'on on a terminé hein, le panel. Je pense qu'on Oui. on a bien balayé l'ensemble des sujets. Merci encore beaucoup. Merci à tous pour vos interventions. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste vous dire, avant que vous quittiez, pensez à switcher. Il y a le mot de la fin qui va vous être donné par François Laviolette. Donc, ne quittez pas tout de suite l'outil Swapcard. Petit rappel, pensez bien au fait qu'il y a aussi des tutoriels qui avaient été enregistrés sur l'outil, donc vous pouvez les visionner. Il y a des doctorants qui ont présenté leurs travaux également. Vous pourrez revisionner les vidéos de ces conférences pendant un certain temps, donc n'hésitez pas à utiliser ces moyens-là. Et je vous salue et je vous suggère de patienter un petit peu pour le mot de clôture de François Laviolette. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.